Alain Millat, mais vous l'avez peut-être reconnu parce que vous avez eu l'occasion de nous voir un petit peu dans la presse régionale ces jours-ci, pas toujours en page de Quimper d'ailleurs, qui est fils. Non. Je pense que non. Ça va, vous entendez? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Je leur expliquerai pourquoi j'aime pas les micros. Donc, qui est fils de réfugiés espagnols. Et son histoire est liée à celle de notre région, puisque sa famille, une famille catalane, donc de la région de Barcelone, son père, qui avait 20 ans à l'époque, est venu avec sa mère, son frère et sa sœur en France, en traversant les cols des Pyrénées à pied, comme beaucoup d'autres, s'est retrouvé à Quimper, après avoir eu un projet de départ pour le Mexique. Les réfugiés ne choisissent pas toujours leur point d'arrivée, ça n'a pas beaucoup changé. Et ensuite, donc, Guilvinec, où il a été hébergé, mais son histoire n'est pas une histoire isolée, parce qu'il y a eu beaucoup, effectivement, d'Espagnols hébergés dans le Finistère, avant, d'ailleurs, 1939. Il y a eu des réfugiés dès 1937 par bateau, 36. Et même 36. Donc, on va pouvoir entendre ça tout à l'heure. Dans des conditions parfois assez périlleuses par mer, ça évoque effectivement aussi les réfugiés d'aujourd'hui, traverser des montagnes à pied, les arriver par mer sur des petits bateaux. Il y en a eu en 1939, il y en a eu après. À Brest, il y a des Espagnols qui ont été livrés aux Allemands pour construire la base de sous-marins de Brest et le mur de l'Atlantique. Donc il y a une histoire, effectivement une présence des réfugiés espagnols dans notre région, mais l'histoire commune avec la Bretagne, elle est même plus ancienne, puisqu'il y a eu effectivement beaucoup de Bretons qui ont aussi combattu dans les brigades internationales en Espagne. Alors il y en a un qui est breton d'origine, même s'il n'habitait plus, c'est Rolf Tanguy, né à Morlaix, qui ensuite a été une grande figure de la résistance, mais il y en a d'autres effectivement aussi. Il y en a aussi qui ont navigué sur la compagnie France Navigation. On est dans un pays de marins. En particulier, il y a l'ancien maire du Guilvinec, Jean Brun, qui était officier et qui a donc convoyé des armes pour la République espagnole. Donc, je ne vais pas détailler puisqu'il y aura l'occasion de parler de ça tout à l'heure, qui a aussi transporté les réfugiés aussi au retour. Il y a le père d'un des amis qui sont présents là aussi, qui tout jeune mousse a aussi navigué pour France Navigation. Voilà. Ah, il était plus mousse alors. Il était déjà mécano. Donc voilà, c'est une histoire qu'on partage. C'est de ça que va parler Alain Millat aujourd'hui, puis aussi de ce que l'on partage aujourd'hui avec, bien sûr, d'autres réfugiés, puisque les questions de l'accueil, de la solidarité, la montée aussi de la xénophobie, du rejet de l'autre en Europe, toutes ces questions nous interpellent et nous renvoient à cette période de 1939. Donc voilà, je vais passer la parole à... Sans être narcissique, 2 mots sur moi pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé à raconter cette histoire. J'ai 52 ans, pas tout à fait 53 encore, donc j'y tiens. Je suis né dans le Tarn, donc en France, le Tarn c'est la France, et j'ai la double nationalité espagnole. Mes 4 grands-parents mes arrière-grands-parents que je n'ai pas connus, étaient tous illettrés. L'Espagne, elle n'a pas connu la Révolution française, elle n'a pas eu Jules Ferry. Et donc l'Espagne du début du XXe siècle, c'est une Espagne féodale. Et mes 4 arrière-grands-parents étaient des campesinos, des paysans, des ouvriers agricoles. Ils étaient tous illettrés. Début du XXe siècle. Donc il n'y a pas tout à fait 120 ans. Mes 4 grands-parents étaient jeunes, avaient eu entre 18 et 30 ans au moment de l'avènement de la Seconde République d'Espagne. Il y a eu un petit essai qui était encore plus court précédemment, au 19e. 14 avril 1931,
c'est la proclamation de la République d'Espagne. Les élections municipales sont gagnées par les partis progressistes et le roi Alphonse V va abdiquer et c'est la proclamation de la République d'Espagne. Mes 4 grands-parents, 2 d'entre eux étaient communistes, mes grands-parents paternels. Mon grand-père maternel était anarchiste et ma grand-mère maternelle, elle n'était pas engagée, elle était républicaine, mais elle était proche des socialistes. Vous voyez, un pédigré déjà compliqué. Et donc, j'ai la double nationalité, quelqu'un me le demandait tout à l'heure, parce que le Premier ministre Zapatero, en 2007-2008, ça s'appelle la loi de reconnaissance historique, a permis aux enfants, moi je suis enfant puisque mon père a été victime directe de la guerre, lui-même enfant, a permis aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants de républicains espagnols d'acquérir la nationalité espagnole. Donc j'ai aussi la nationalité espagnole, même si je suis né en France et si je parle pas très bien espagnol parce que je ne le pratique pas assez souvent. 1939, ça fait 80 ans, la retirade, c'est-à-dire la retraite, la fuite. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, maintenant où cette génération, par le cycle de la vie, de ceux qui ont connu cette période-là, disparaît, c'est le moment de transmettre cette histoire-là, cette histoire oubliée. Cette histoire de la guerre d'Espagne qui commence au mois de juillet 1936, par un coup d'État. On parle d'elle rapidement dans les manuels scolaires. Alors moi je suis avocat de formation, j'ai exercé ma profession d'avocat jusqu'en septembre 2014, et puis j'ai enseigné aussi des conférences à l'université, etc. Et je voulais avoir du temps pour moi un peu. Et donc je suis aujourd'hui, depuis 5 ans, je suis enseignant, j'enseigne alternativement l'histoire, le géo, le droit, parce que je suis contractuel d'éducation nationale, je suis un précaire, mais contractuel, vous savez, vous avez entendu parler des services publics, et on remplace plutôt les fonctionnaires par des précaires, par des contractuels, donc je suis renouvelé du 1er septembre au 31 août de chaque année. Mais revenir à la profession d'avocat, ça me titille, mais ça c'est peut-être pour l'an prochain, c'est autre chose. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais ce n'est pas grave. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, oui, de parler de cette période. Dans les manuels d'histoire, ça fait une demi-heure à peu près la préconisation. Parce qu'on parle de guerre civile. Une guerre civile, c'est une guerre entre populations d'un même pays, entre anarchistes, communistes, socialistes, catholiques intégristes, droite radicale, je n'en sais rien. Pour moi, et je ne suis pas le seul, Jean Ortiz qui était maître de conférence d'espagnol et qui a préfacé ma petite nouvelle, c'est aussi sa position, et on est nombreux là-dessus, c'est le commencement de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre entre les fascistes et les antifascistes. C'est une guerre où Franco, bien entendu, sans le soutien de Mussolini et d'Hitler, n'aurait pas fait long feu, et où l'armée républicaine, sans ce que Léon Blum a appelé petitement la non-intervention, c'est-à-dire sans le blocage des navires soviétiques dans le port de Marseille qui apportaient des armes à l'armée républicaine, c'est une guerre qui aurait été remportée par l'armée républicaine en peu de temps. Si ça avait été une guerre, un putsch d'un général dans le cadre d'une guerre civile. Donc c'est bien le commencement de la Seconde Guerre mondiale. Et moi je me bats pour que l'on parle non pas de 39-45, mais qu'on parle de 36-45, et que d'ailleurs 45, on ne le fasse pas arrêter au 8 mai, mais qu'on le ramène sur Hiroshima et Nagasaki au mois d'août aussi, qu'on ramène la Seconde Guerre mondiale de juillet 36 au mois d'août 1945. Donc cette guerre, c'est d'ailleurs une guerre qui va permettre à Hitler de faire des essais, les essais sur les camps il les a déjà fait, mais de faire des essais de bombardement de populations civiles. Puisque comment ça s'appelle, Guernica, pardon, puisque Guernica, le tableau célèbre de Picasso, c'est dans l'histoire le premier bombardement d'une population civile. Première fois, ça ne s'est jamais fait avant. Et donc on teste sur les civils les effets morbides, mais on teste aussi la terreur que cela apporte. Donc c'est bien le début de cette Seconde Guerre mondiale. Tu disais tout à l'heure, effectivement, la guerre elle commence en 1936. On a donc des Espagnols, parce que toutes les régions ne vont pas tomber au même moment.
Hein, les combats vont être plus ou moins âpres, il va y avoir plus ou moins de combats selon les régions. Et puis, même si les régions ne sont pas encore tombées, sont encore républicaines, il y a des populations qui commencent, face à la dureté de la guerre, à fuir. Et on va avoir pas mal de navires qui vont remonter de l'Espagne, du Pays Basque espagnol, et qui vont remonter au fur et à mesure de plus en plus. Ils vont s'arrêter au port de la Palisse, et puis ils vont continuer à monter, ils vont arriver jusqu'à ici. Et donc il va y avoir des Espagnols qui, à partir de 36-37, vont arriver par la voie maritime. Mais le gros de cette retirade, de cette retraite, c'est janvier, février, essentiellement février 1939, quand Barcelone tombe. La chute de Barcelone, c'est la dernière région. Et à ce moment-là, c'est cet exode massif. Les chiffres là aussi sont contradictoires. On parle de 450 000 à 500 000 républicains espagnols qui vont fuir l'Espagne à ce moment-là. Ce sont essentiellement des femmes, des enfants, des vieillards. Les hommes, ils sont encore au combat. Ils livrent encore les derniers combats sur le front. S'ils sont appréhendés par les franquistes, ils sont passés au peloton d'exécution, torturés, voir s'ils ont beaucoup de chance, ils finissent incarcérés. Et donc les hommes, ils vont passer à la toute fin, ils vont passer au mois de mars. Et quand ils vont passer la frontière, donc les trains arrivent sur Figueres, sur la Méditerranée, s'arrêtent à Figueres, et ensuite les 25 km qui amènent jusqu'au col du Pertus. Pertus en latin, ça veut dire étroit. Donc ça nous indique un petit peu ce col. C'est un hiver rigoureux, l'hiver 39 en plus. D'ailleurs, si vous allez sur internet, vous tapez retirade en 1939, vous allez sur l'onglet images de Google, vous allez voir ces foules qui passent et qui sont de nombre absolu à la frontière. Et donc ces foules, elles vont arriver à pied sur le Pertus, elles vont redescendre à pied sur les premiers villages, Rivesaltes, etc., les premiers villages de Catalans français. Et puis là, elles vont être prises en charge par le Secours Rouge, c'est-à-dire l'ancêtre du Secours populaire français, par la Croix-Rouge, par le Parti communiste, par la CGT, parfois la SFIO aussi. Donc elles vont être aidées un petit peu par la solidarité. Puis elles vont être conduites ci et là. Les hommes combattants, eux, ils vont passer quand les combats sont perdus, au dernier moment. Et les hommes combattants, quand ils vont arriver à la frontière, on va les désarmer. Les gardes mobiles vont leur prendre les armes qu'ils peuvent avoir sur eux. Bon, logique. Mais ce sont des rouges. On se méfie d'eux. Et donc, il n'est pas du tout question de les laisser rentrer sur le territoire français comme l'ont fait leurs familles. Et donc ces hommes-là, on va les parquer. Et le ministre de l'Intérieur, à l'époque, va déclarer, on a créé des camps de concentration. Alors, sans commune mesure avec les camps de concentration quand on parle des camps de concentration. Mais le gouvernement français, au mois de février-mars 1939, explique publiquement que les combattants sont des rouges dangereux, les combattants républicains, qui défendent la République, qui a été élue au suffrage universel. Explique qu'ils sont dangereux, donc on les parque. Donc on crée des camps sommaires, à même les plages, Argelès notamment, Argelès-sur-Mer, grande plage méditerranéenne, à Gurs, enfin, tout le long des Pyrénées. On met des camps, donc des barbelés, des cabanes, des camps, et on les entasse. Sans paillasse, à même le sol, donc avec tous les problèmes sanitaires, alimentaires, avec une mortalité évidemment qui est plus importante que s'ils n'étaient pas entassés. Et donc voilà comment ça se passe. Ces réfugiés, donc, ils arrivent sur les grands... la France est un pays centralisé, donc ils arrivent beaucoup à Toulouse, par train, puisqu'ils prennent le train à Perpignan, sur Toulouse. C'est le cas de mon père qui a 8 ans, de son frère qui a 6 ans, de sa soeur qui a 4 ans, de sa mère et de ses grands-parents paternels. Ils arrivent à la gare et on leur dit au départ qu'ils vont partir au Mexique, qu'ils vont aller sur Bordeaux, prendre un bateau pour le Mexique. Pourquoi le Mexique? Parce que le Mexique, il y a la langue. Nombreux aussi sont ceux qui sont partis en URSS, parce que le Parti communiste qui soutenait les réfugiés était un lien avec évidemment l'Union soviétique, et donc il y avait un lien qui permettait à des réfugiés de partir en URSS. Et donc ils arrivent sur cette gare et voilà, on les étiquette presque, on les dispatche.
On leur parle, alors encore à Toulouse, ils ont la chance d'avoir quelques personnes qui leur parlent en espagnol, mais ils comprennent mal l'espagnol. Moi, ma grand-mère qui est jeune, elle parle catalan. Elle comprend l'espagnol, mais elle ne le parle pas très bien. Mais on leur explique en espagnol, et à eux en l'occurrence, on leur explique qu'ils vont aller en Bretagne. Alors, ils voient à peu près où c'est, Bretagne, Grande-Bretagne, ils ne confondent pas quand même, ils voient à peu près où c'est, on leur explique. Bon, voilà, c'est tout. 4000 ils vont être. Dans le Finistère, ils sont 4000. Et le ministre de l'Intérieur, il ne sait pas quoi en faire. Il est débordé. Ils ne veulent pas trop en faire quelque chose en plus de ces réfugiés. Donc les instructions qui sont données au préfet, c'est démerdez-vous. Démerdez-vous. Et le Finistère, c'est un des départements où on a le plus de réfugiés qui arrivent. C'est pas un hasard. Parce que pourquoi les mettre aussi loin, hein? À la limite, il valait mieux les mettre dans la Creuse, dans les départements, alors des départements autour de Toulouse, bien sûr, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, il y en a beaucoup, mais pourquoi les amener aussi loin sur ce périple? Tout simplement parce que on a eu... alors moi je parle de l'histoire du Guilvinec, je reviens sur le Guilvinec, mais on peut généraliser bien sûr à pas mal de petits villages, de villes. En 1907, au Guilvinec, il y a le chemin de fer qui arrive, il y a le train. Et alors le train, il va changer l'activité du Guilvinec. Le train, il va faire que la pêche, elle va pouvoir désormais aller alimenter les grandes brasseries parisiennes. Sauf qu'il faut le conditionner, ce poisson. Et donc les conserveries vont voir le jour. Et les hommes, ils sont marins-pêcheurs, où ils travaillent à l'armement des navires. Et les femmes, on est après la guerre, en 1907 le train arrive, la guerre de 14-18, les femmes, on sait qu'elles ont été obligées de remplacer les hommes, mais les femmes, elles accèdent au salariat, au travail à l'usine. Et en 1926, au Guilvinec d'ailleurs aussi, il va y avoir de grosses luttes sociales. Les femmes, elles sont syndiquées, essentiellement à la CGT. Et donc elles vont faire grève pour leur journée, pour l'augmentation de leur journée. De très grosses luttes sociales. Et cette conscience de classe que les marins-pêcheurs n'avaient pas tellement, parce que eux, qu'ils soient patrons-pêcheurs ou matelots, ils sont sur la dureté de leur travail de pêche. Finalement, ils se retrouvent le soir entre eux, c'est une espèce de communauté, ils se retrouvent à jouer aux cartes, au bistrot, à débriefer un petit peu, on dirait aujourd'hui, cette dure journée, mais ils ne sont pas tellement organisés syndicalement. Les femmes dans les conserveries, elles sont le fleuron de cette syndicalisation. Et moi je me bats aussi pour qu'on parle du rôle des femmes, parce que souvent dans l'histoire, on a trop souvent occulté, y compris pendant la résistance, on a trop souvent occulté le rôle des femmes. Et le rôle des femmes, dans ces ports de pêche, il est essentiel. Parce que la conscience de classe, elle vient des femmes. Très grosse lutte. 1935, les élections municipales, c'est plusieurs listes en présence. Et j'oublie son nom, parce que le maire n'est pas le maire que l'on a connu. J'ai oublié son nom, je l'ai écrit quelque part, mais bien entendu, sur mon papier, je le retrouve pas. Oui, voilà. C'est Pierre Maréchal, c'est la liste communiste, conduite par Pierre Maréchal, qui est élu en 1935 au Guilvinec. Et Pierre Maréchal, il est patron pêcheur. Il était candidat, mais il ne pensait pas être élu. Il est élu. Alors lui, il dit non, moi je ne peux pas, il fait de l'auturier, il part assez loin. Non, je ne peux pas. Et c'est Marc Bouscoarnec, le second sur la liste. Alors encore, les femmes, elles n'étaient pas trop sur les listes, c'était pas la parité sur les listes. C'est Marc Bouscoarnec, qui a été maire. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, mais oui, mais oui, on n'était pas en 44, oui, non, tout à fait. Il y a une qui a été élue quand même. Tout à fait. Donc, c'est Marc Bouscoarnec qui a un petit bateau, lui il fait de la pêche, mais il va pas trop loin, il rentre pas trop tard, la pêche côtière. Son bateau il s'appelle le Karl Marx, on ne l'invente pas. C'est Marc Bouscoarnec qui va prendre les chartes. Et il va être maire, lui, pendant très longtemps au Guilvinec. Et donc, puis arrive le Front Populaire, et la municipalité du Guilvinec, comme les autres municipalités, j'ai noté, il n'y a pas que le Guilvinec, il y a Quimper, bien sûr, il y a Roscoff, il y a Morlaix, enfin, il y a Loctudy, 300 réfugiés espagnols à Loctudy. Au Guilvinec, c'est une cinquantaine. Il y a 90 communes dans le Finistère. Donc les maires, ils disent au préfet, nous on prend des réfugiés. Et ils donnent un chiffre. Donc 300 à Loctudy, 50 au Guil, etc. Et donc ils donnent un chiffre. Et on arrive à ces fameux 4000. Et donc le préfet, il fait passer au ministère de l'Intérieur
nous ici dans le Finistère, on en accueille 4000. Donc, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a eu ces villes progressistes. Et quand je parle des femmes oui, les femmes sur les élections, mais quand je parle des femmes des luttes sociales, je veux dire par là que les femmes, elles votent pas, on est bien d'accord, mais elles jouent un rôle dans la conscience, dans cette prise de conscience de classe et auprès de leurs époux. Et donc, ces villes-là, ces ports de pêche, ils vont souvent devenir rouges parce qu'il y aura eu cette prise de conscience sur la lutte des femmes. Et donc, les mairies, elles font passer leur capacité d'accueil. Et le conseil municipal, il va définir un petit peu dans chaque commune comment il veut accueillir. Au Guilvinec, pour ceux qui liront ma petite nouvelle, vous verrez que le conseil municipal, il a pris des motions en appelant à la dissolution des ligues des droites, etc. Enfin, le conseil municipal, il a fait de la politique dans le sens noble du terme depuis son élection. Et donc, ils réfléchissent et ils disent au préfet, nous on insiste sur le fait que l'on souhaite avoir des familles nombreuses. Voilà, alors, globalement, c'est souvent des familles nombreuses, des personnes âgées, des mères et leurs enfants, mais des familles nombreuses. Et donc, mon père, enfin sa famille, ils sont orientés, quand ils arrivent à Quimper, ils sont dispatchés, ils sont orientés vers le Guilvinec, famille nombreuse. Et là, donc, ils sont accueillis au Guilvinec, ils sont une cinquantaine. Et donc, à l'accueil, normalement, il est prévu, alors on les accueille dans des colonies de vacances, alors les salles municipales, ça n'existait pas trop, mais dans des bâtiments publics plus ou moins désaffectés. Et donc, au Guilvinec, là, on les accueille à l'ancienne poste. Le bureau de poste a été refait, et l'ancienne poste, le local est vacant. On les accueille à l'ancienne poste, mais c'est du provisoire, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont étrangers. Et le Guilvinec, le conseil municipal, il veut pas créer un centre d'accueil où on met 50 personnes. Il veut, dès le départ, il veut les dispatcher dans des familles. C'est l'idée qu'ils en ont. Mais quand il les voit arriver, il les trouve fatigués, blafards, sales, épuisés. Et donc, il y a dans la mémoire la fameuse grippe espagnole de 20 ans plus tôt. Alors, ils sont espagnols, la grippe espagnole. Et donc, ceux qui paraissent les plus fatigués, on va quand même les mettre en quarantaine à l'ancienne poste. On va faire attention qu'il n'y ait pas une situation épidémique, donc on les met en quarantaine à l'ancienne poste. Mais quelques-uns, pas très nombreux, quelques familles, vont paraître aux yeux des uns et des autres plus gaillardes, dont les miens. Et à cela, on va leur dire, vous n'allez pas en quarantaine, nous on vous accueille directement. Voilà. Et moi, je voulais rendre hommage aussi, en profiter à rendre hommage à Amédée Biguet, qui est quelqu'un de connu sur le village, qui est surtout connu pour le foot, puisqu'il était un passionné de foot, il a porté l'équipe du Guilvinec dans les années 70 à de belles qualifications. Et je voulais lui rendre hommage aussi, parce que c'est quelqu'un que moi j'ai connu, je suis revenu souvent au Guilvinec depuis mon enfance, et je l'ai connu quand il tenait encore son magasin dans le village. Et donc voilà, je voulais revenir sur ces réfugiés. Vous avouerez quand même qu'on peut se poser la question, je pense que vous la posez avec moi, quand on voit l'Aquarius, quand on se dit, pas les étapes de maintenant, mais celles d'il y a quelques mois, quand on se dit, il y a je ne sais pas combien, 170 réfugiés qui quittent, pour les mêmes raisons, ils quittent l'Irak, ils quittent d'autres pays, mais c'est parce que c'est la guerre. Donc finalement, la raison de 39, c'est la même en 2018 ou 2019. Et quand on voit le chef de l'État qui nous explique qu'en vertu du droit européen, c'est le pays le plus proche, c'est-à-dire Lampedusa, l'Italie, qui doit les accueillir, et que nous, la France, bien sûr qu'on est solidaire et qu'on va aider ces pays-là, mais que pour le moment, il est hors de question que l'Aquarius accoste sur nos ports français, et qu'après moult tergiversations, le bateau il va encore naviguer pendant 4 jours, ils ne sont pas assez fatigués, donc 4 ou 5 jours, pour aller accoster en Espagne, et là, on va se faire une espèce de décompte, on va en prendre, je ne sais pas, 17 ou je ne sais pas combien. Bon, quand on voit qu'on se pose aujourd'hui la question pour accueillir quelques centaines de réfugiés, et que là, on a été en capacité d'en accueillir 450 000, donc 4 000 dans le Finistère, on peut quand même sacrément se poser la question de où on en est aujourd'hui, quoi. Quand on voit Cédric Héroux, qui a été, alors après il a été relaxé, je n'ai pas trop suivi les dernières évolutions, mais qui a été condamné pour avoir aidé
sur la frontière des Alpes, aider des réfugiés, des migrants qui passaient, les avoir simplement aidés, qui donc a contrevenu au droit pénal français, a été placé en garde à vue et comparu en audience correctionnelle, on peut sacrément se poser la question. Quand on voit que l'Aquarius, la France a refusé de lui donner un pavillon, moi je pense que c'est quelque chose que le président de la République paiera très cher devant le tribunal de l'histoire. Je pense que c'est bien beau de dire la France, patrie des droits de l'homme, avec des valeurs, de grandes valeurs depuis 1789, mais quand on n'est pas en capacité à ce stade-là, pour quelques centaines de réfugiés, de trouver une solution, je ne suis pas sûr qu'il suffise de se mettre à genoux devant une tente de SDF en feignant de le faire de façon tout à fait personnelle et pas escalité de président, mais en ayant quand même le photographe officiel de la présidence, la photographe officielle de la présidence qui est là pour prendre le cliché et bien entendu le diffuser dans les jours qui suivent. Je ne suis pas certain qu'on soit vraiment sur le bon... sur le bon processus, quoi, le bon terrain. Alors oui, je me suis je me suis laissé aller sur les femmes, j'ai anticipé le droit de vote des femmes, mais voilà, le Finistère, il peut s'honorer d'avoir accueilli ces 4000 réfugiés. Alors sur ces 4000 réfugiés, combien ils sont restés? On ne sait pas trop. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de thèse, de doctorat, de mémoire d'étudiants, de master, on ne sait pas. Tu me parlais de 700, moi j'ai des chiffres qui varient entre 500 et 1 millier. Parce que la grosse majorité, on va dire les 3/4, ce qui a été le cas des miens, mais qu'est-ce qui s'est passé quand la guerre a été déclarée? Et quand on s'est retrouvé en zone occupée, ils se sont quand même dit qu'en étant républicain espagnol, le fait d'être en zone occupée, c'était moyen, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en zone libre. Et une grosse partie de ces réfugiés est allée en zone libre. Et cette histoire-là, moi je suis hyper content que la presse s'en soit emparée, parce que moi quand j'ai contacté comme ça la presse, ils n'avaient pas cette histoire en mémoire. Une fois de plus, nous dans le sud-ouest, on la connaît, parce qu'il n'y a pas eu tellement de réfugiés, parce qu'aussi, n'oublions jamais que Franco, il est mort de sa belle mort, de sa propre mort, qu'il n'a jamais été délogé ni par les armes, ni par quelque moyen politique que ce soit, que donc Franco, évidemment, sous l'Espagne franquiste, on n'allait pas beaucoup porter la République, que l'histoire de France, le résistentialisme porté par le général de Gaulle, sûrement à raison à la Libération pour éviter une guerre civile, mais le fameux tous résistants, ça expliquait pas trop pourquoi à la Libération on n'a pas poussé jusqu'à Madrid, ce qui aurait été très simple, parce que Franco, une fois qu'Hitler était tombé, Franco il serait tombé, c'était un homme de pacotille, il serait tombé. Alors évidemment, les États-Unis préféraient avoir ce régime-là qu'un régime qui risquait d'être communiste après à l'issue. Je les comprends, ça pouvait poser un certain nombre de difficultés. Donc c'est une partie de l'histoire qui s'est effacée. Et moi j'avais envie, par le biais de la petite histoire de cet enfant qui est mon père, j'avais envie de revenir sur la République, parce que la République, et après je vous laisse la parole, la République, elle n'est pas du tout... on l'a présenté, la République d'Espagne, comme étant une république plus proche des anarchistes, d'un régime autoritaire qu'autre chose. Non. La République d'Espagne, c'est une république, on dirait dans les propos modernes, assez social-démocrate. C'est une république qui est inspirée de la République française et de la République de Weimar. D'ailleurs, ils ont une Marianne, qu'ils appellent la Niña Bonita, la jolie fille. Ils ont un drapeau, le drapeau espagnol, il est rouge, jaune et violet. Ils l'appellent le tricolore. Ils font référence, ils ont un bonnet phrygien. Quand ils fêtent le 14 avril, ils mettent le bonnet phrygien. Il y a beaucoup de références à la République française. Et dans les mesures qu'avait engagé la République et dans le programme de la République française, de la République espagnole, pardon, c'était le programme de 36 ensuite, du Front populaire. Donc on était sur une République qui était très démocratique et qui n'était pas du tout autoritaire. Ce qui d'ailleurs causait des tensions avec les anarchistes qui trouvaient que la République elle était trop libérale et qu'elle n'allait pas assez vite. Donc la République d'Espagne, c'est une république à la mesure de notre système à nous. Et donc j'en parle un petit peu, puis je parle de la retirade, c'est pour remettre un petit peu cette partie de l'histoire, cette période de l'histoire, un petit peu à l'ordre du jour, et pour redire combien. Alors, j'ai écrit ça, et puis je me suis posé la question, mes droits d'auteur, j'ai 2,10 € par livre.
moi je ne veux pas percevoir mes droits d'auteur là-dessus. Alors je me suis posé la question, le secours populaire, le machin, il y a tellement de... Et puis je me suis dit, au Guilvinec c'est un port, peut-être un peu moins heureusement maintenant, parce que malheureusement il y a moins de pêcheurs aussi, et puis il y a quand même plus de technologie, mais c'est un port où dans les années 70, 80, 90, quasiment dans toutes les familles, vous aviez un neveu, un cousin, un voisin, quelqu'un qui avait péri en mer. Et donc j'ai passé un partenariat avec la SNSM, et mes droits d'auteur, ils vont à la station de sauvetage du Guilvinec. Et donc c'était pour moi une façon un peu de boucler la boucle sur la solidarité avec les guilvinistes, de dire voilà de renvoyer un petit peu dans cette mesure-là, de renvoyer un petit peu l'ascenseur aux guilvinistes. Je voulais, après on discute, parce que l'idée c'est ça, ça n'a rien à voir, je voulais juste dire, avoir une pensée pour comment il s'appelait, pour Roland Leroy, qui a été un grand journaliste, enfin pas que journaliste, qui a été un résistant d'ailleurs à 16 ans, qui a porté l'humanité dont on parle aujourd'hui et dont vous connaissez les difficultés qui sont les siennes et le soutien dont elle a besoin. Je crois qu'il est décédé le lendemain ou le surlendemain de la grande soirée parisienne qui a eu lieu vendredi. Voilà, c'était pour avoir un mot pour la... Alors là, j'ai pas les lunettes, si tu n'entends pas, moi je peux pas lire. Donc voilà, mais je vous écoute, parce qu'on est là pour échanger. C'est juste une histoire vraie. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, c'est juste aussi toute une série d'histoires que vous avez connues, vous, sur vos proches, ou dont vous avez entendu parler, qui reviennent un petit peu à l'esprit et qui font que, là c'est l'histoire de quelques-uns, ils sont 6 ou 7, sur ces 4000, quoi. Donc voilà. J'étais un peu décousu parce que Et qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Oui. En Bretagne, c'est 26 000. 4 000 dans le Finistère, mais 26 000 qui ont été accueillis en Bretagne. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, que le Finistère, c'est un des départements les plus sollicités. Et 90 communes, voilà. Et puis ces Espagnols, ça a été le cas, moi, d'un de mes grands-pères, mon grand-père maternel. Certains d'entre eux ont été résistants ensuite. Parce que pour eux, le combat, il était très simple. Ils venaient en France, c'était ça, ou être fusillés, donc il n'y avait pas la solution. Mais la guerre mondiale s'est déclarée. Certains d'entre eux ont participé, ont été FTP et MOI, la main-d'œuvre émigrée. Ils étaient réputés c'était les dynamitaires, parce qu'ils avaient une pratique de la dynamite, une expérience de la dynamite, donc ils aidaient les cheminots, etc. sur la dynamite. Et puis pour eux, la logique, c'était ça, c'était qu'après, on renversait Franco. Et quand il y a eu la libération et quand on leur a expliqué qu'on s'arrêtait à la frontière des Pyrénées, ça a été un peu compliqué, quoi. Parce qu'il a fallu qu'ils se reconstruisent une nouvelle histoire. Parce que pour eux, l'histoire, elle continuait, c'était la chute du fascisme et du nazisme. Et ça a été un nouveau coup qui a été porté. D'autant qu'ils ont eu la nationalité française, la naturalisation, beaucoup plus tard. Fin des années 50, en ce qui concerne mon père, 59, on était déjà avec les troubles que l'on connaît en Algérie, et donc mon père a une nationalité française, et après on lui a dit, tu pars en Algérie. Et lui il a dit, moi je préfère partir en tôle, je suis pacifiste, je ne partirai pas en Algérie. Donc ma grand-mère, elle se faisait des cheveux comme ça, il chantait Le Déserteur, qui était une chanson interdite à l'époque, je vous le rappelle. Et donc un copain à mon grand-père lui dit, non putain, il faut qu'il s'engage dans l'armée de l'air, et s'il s'engage dans l'armée de l'air, il ne partira pas en Algérie. Et donc mon père s'est engagé en 61 dans l'armée ou en 60 dans l'armée de l'air, il a fait 3 ans dans l'armée de l'air, il n'est pas parti en Algérie. Donc voilà, ils ont eu la nationalité française mais beaucoup plus tard, ils ont eu des titres de séjour régularisés en 1949-1950, ils n'avaient pas le droit de travailler, mais moi les miens ils ont travaillé par-ci par-là, femmes de chambre, ouvriers, ceci, cela, mais bon, parce que quand ils arrivaient en 1939, ils n'avaient pas de droit, mais ils se sont débrouillés, le préfet fermait les yeux tant que c'était pas une activité d'activiste, une activité politique, il laissait travailler, fermer les yeux. Et voilà, ça a été la situation de réfugiés classique, quoi, on va dire, la situation de réfugiés, avec en plus l'histoire de mon père, évidemment la situation d'un enfant victime de la guerre.
et avec les conséquences que ça peut avoir, quoi. Moi je me souviens que dans le village, dans le Tarn, il y avait 5000 habitants, et quand la sirène, puisque les pompiers à l'époque ils décalaient pas au bip, et quand la sirène sonnait, il n'était pas bien, quoi. Ça lui rappelait les bombardements, puisque il a connu enfant, il y avait une usine à quelques centaines de mètres, une usine Pirelli qui fabriquait des pneus, du caoutchouc, des câbles, enfin bon, du matériel qui pouvait être, et qui était bombardé périodiquement et de plus en plus par l'aviation italienne ou l'aviation nazie. Donc avec tous ces traumatismes-là que génère la guerre, quoi. Donc voilà.